Alors, quand on a un enfant TDAH ou qu'on est nous-mêmes TDAH, bien, il y a plein d'opportunités qu'on a, des méthodes d'intervention qu'on peut faire. Il y en a beaucoup. Des fois, on peut se perdre. Aujourd'hui, Martin, on va essayer de mettre au clair certaines affaires. Donc, il y a des méthodes qui sont là depuis longtemps. Tout à fait. Les méthodes avec lesquelles on travaille depuis plusieurs décennies maintenant sont souvent pharmacologiques. Donc, on travaille avec des différents agents. On va parler des fois des traitements psychostimulants. Alors, il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'on utilise des stimulants pour calmer les enfants. Mm-hmm. L'objectif, en fait, c'est d'augmenter la stimulation cérébrale. Donc, les médicaments font ça. Et ces médicaments-là, on les a découverts au tournant des années 50, 60, et on s'est mis à les étudier davantage. Ils sont très efficaces, très bien tolérés, peu d'effets secondaires. Et au long cours, ils ont peu de conséquences négatives dans la vie des enfants. Donc, de plus en plus, on a développé différentes formulations de ces médicaments-là. Donc, on a le Ritalin, qu'on connaît tous, et on a le Concerta, le Bifantin. Ces médicaments sont dans une classe de médicaments qu'on appelle le méthylphénidate. Ce sont les mêmes molécules, mais avec des modes de libération différents. OK. Et ces modes de libération-là permettent de prendre une pilule le matin et que ça dure pendant 12 heures dans la journée. OK. On a aussi la dexédrine, un peu plus spécialisée. Ce sont des amphétamines thérapeutiques, pas ce qui se vend sur la rue, là, je vous rassure. Mais encore une fois, on a développé des modes de libération différents. Donc, on a le Vivance, on a l'Adderall-XR, aussi des amphétamines thérapeutiques. On prend une pilule le matin, puis ça fait effet pendant 12 heures. Ces méthodes-là, les approches pharmacologiques, sont bien documentées, bien appuyées par la littérature. Ensuite, on recommande souvent aussi aux parents de faire de l'éducation, de l'encadrement, donner des trucs à la maison sur qu'est-ce qui est correct, une routine, un horaire, avoir des choses qui sont très structurées, très prévisibles pour les enfants avec un TDAH. On recommande de faire ça à l'école. Ça fonctionne aussi très bien. On parle souvent aussi des approches comportementales, où on va donner des récompenses, on va donner des systèmes d'émulation avec des petites étoiles. Quand il fait bien, on lui donne des petites étoiles, puis ensuite on lui donne une récompense. Puis quand il ne fait pas bien, bien là, il perd sa petite étoile, puis là, il y a une conséquence. Ça, c'est des approches comportementales. Ça aussi, ça a été bien documenté, puis ça a été bien supporté par la littérature. Puis, de plus en plus, évidemment, étant donné qu'on a plus de connaissances là-dessus, il y a d'autres alternatives qui s'en viennent. Ça fait pas longtemps, mais on en parle de neurofeedback, on parle de... Parle-nous un peu de tout ça, ces méthodes-là alternatives qui peuvent aider ou pas certains patients. C'est des méthodes qui sont prometteuses, peut-être, mais à l'heure actuelle, on n'a pas suffisamment de données solides pour dire qu'on devrait les recommander aux patients. Alors, par exemple, le neurofeedback, on mesure les ondes cérébrales, puis on essaie de trouver dans quel moment l'enfant se concentre selon certaines ondes cérébrales, et on essaie de le renforcer, donc de lui donner une récompense quand il utilise la bonne onde au bon moment. C'est très coûteux. Ça prend beaucoup de temps, d'énergie, et habituellement, quand on cesse l'intervention, les bénéfices ont tendance à disparaître. Alors, on ne recommande pas à l'heure actuelle de faire du neurofeedback, même s'il y a des gens qui vont se lancer dans cette voie-là parce qu'ils ont peur de la médication, et ils ne devraient peut-être pas avoir peur. Souvent, on va leur dire, bien, évaluez les risques-bénéfices, et souvent, le risque, c'est les coûts, et les bénéfices ne sont pas durables. Donc, souvent, les familles vont revenir de là un peu déçues, ils vont chercher d'autres approches. Les autres approches qui ont été souvent explorées, c'est des diètes. Donc, on va essayer d'éliminer, par exemple, des colorants de la diète. On va essayer d'éliminer certaines choses dans la diète d'un enfant, les sucres. Alors, on sait maintenant qu'il n'y a pas de lien entre manger du sucre et avoir un TDAH. Là, il n'y a pas de lien direct. Alors, on ne recommande pas ça non plus. D'autres choses qu'on va lire souvent dans la littérature, c'est l'exercice physique. Donc, est-ce que quand on fait bouger plus les enfants, c'est une bonne chose pour contrôler leurs symptômes de TDAH? Ça, on pourrait dire qu'il y a des bénéfices tangibles à faire de l'exercice physique, mais ça ne remplace pas les approches pharmacologiques. Ça vient bonifier certaines approches, qu'elles soient pharmacologiques ou comportementales. Donc, l'exercice physique, c'est bon. Et j'aurais tendance à dire que c'est bon pour tout le monde. Oui, exactement. Fait que dans le fond, je pense que l'approche pour un TDAH, c'est de mettre plein d'éléments en place qui font que l'intervention globale va être vraiment meilleure. Exactement. Souvent, on va parler d'une approche multimodale, donc plusieurs modalités d'intervention. C'est ce qui donne les meilleurs résultats. Et souvent, je le dis souvent, mais la médication, c'est pas la solution. C'est une solution parmi plein d'autres solutions qui fait que l'enfant, ou même nous, on va être mieux dans notre vie. C'est drôle, j'aimerais t'entendre sur
souvent, on entend tellement les effets négatifs de la médication, puis on ne focus pas sur le positif. Tu sais, le positif, selon toi, ça serait quoi de la médication? Qu'est-ce que ça apporte? Il y a beaucoup de bénéfices qui ont été mesurés, là, si on peut dire, dans les études. C'est-à-dire qu'on est capable de voir qu'on améliore, par exemple, l'estime de soi, la relation avec les parents. On est capable de réduire le risque, par exemple, de la consommation de substances. On va le reporter dans le temps. Okay. On va aider la conduite automobile. Chez des adolescents impulsifs, on veut certainement les aider à conduire de façon responsable. Donc, ces bénéfices-là autour de la médication, il faut les prendre en considération aussi, puis il faudrait en parler un peu plus dans les médias. Malheureusement, on a tendance à focusser juste sur le nombre de patients traités et pas nécessairement sur... Et le négatif. Et pas nécessairement sur les bons patients et les bonnes histoires qu'on entend très souvent, nous, en clinique, par rapport à l'utilisation de ces médicaments-là. Fait que j'imagine qu'à travers tout ça, c'est beaucoup de temps que les parents vont devoir accompagner leur enfant. Tout à fait. Tout au courant de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, puis jusqu'à l'adulte aussi, tu sais. Puis quand on s'intéresse justement à ces aspects-là, donner les outils aux parents pour aider les enfants, c'est une des approches qui est la plus efficace par ailleurs. C'est qu'on veut que les parents s'approprient le diagnostic, comprennent le diagnostic, comprennent ce qui est bon pour leur enfant. Puis éventuellement, il doit y avoir inversement des rôles, c'est-à-dire que l'adolescent, le jeune adulte, doit s'approprier la maladie, doit s'approprier son traitement pour se responsabiliser. C'est le processus thérapeutique à travers la vie qu'on met en place. Merci Martin, je pense qu'on a démystifié beaucoup de choses aujourd'hui là-dessus.